Dans un dégradé de rose tendre, le jour se lève sur la plus longue frontière de la République française, le fleuve Oyapock qui marque la limite avec le Brésil. Car nous sommes ici en France, plus précisément dans la région et département d'outre-mer de Guyane. Les Trois-Palétuviers est un petit village rattaché à la commune de Saint-Georges, à une vingtaine de kilomètres. Des Amérindiens de la tribu Palicourt y ont élu domicile. Des Indiens français dont beaucoup d'Européens ignorent l'existence. Comme il se doit, les enfants de la République vont tous les jours à l'école. Un peu avant 8 heures, l'instituteur Daniel Bord, lorrain d'origine, sonne le début des cours. Alors, classe. Près de la moitié des habitants du hameau sont en âge de fréquenter l'école primaire obligatoire. C'est de bon cœur qu'ils quittent le fleuve et la forêt pour la salle de classe. Bonjour Varela. Bonjour Vanilda. Bonjour Jean. Bonjour Ricardo. Outre les matières habituelles, lecture, écriture, calcul, Daniel Bord enseigne aussi sa passion, les échecs, le jeu du roi. L'initiative a de quoi surprendre. Je vous rappelle que quand on joue aux échecs, il y a 5 règles que vous allez redire avec moi. C'est observer, comprendre, réfléchir, jouer, gagner. Prenez votre temps. Celui qui gagne aux échecs, c'est celui qui prend le plus de temps. Allez-y. Apprendre les échecs au bord de l'Oyapock, il fallait y penser. Le jeu présente un grand intérêt pédagogique et favorise l'apprentissage. L'enthousiasme et la concentration des enfants sont éloquents. Alors ici, c'est très curieux, on a 150 habitants, on a 58 licenciés à la Fédération française des échecs. Tant mieux. Alors pourquoi? Parce que l'idée c'est de faire des tournois, de se responsabiliser, de s'engager. Par exemple, lorsqu'on fait quelque chose, on va jusqu'au bout. Le village des Trois-Palétuviers vit au rythme des parties d'échecs. À quand un changement de nom pour les Trois Tours ou les Trois Cavaliers? Alors enseigner les échecs à Trois-Palétuviers, il faut le faire en fonction de la façon dont les enfants construisent leur savoir et en fonction du vécu et en fonction du contexte. Alors voilà, bon, comment ça s'est passé? On a enseigné aux enfants les règles pour bouger les pièces de jeu d'échecs et c'est tout. On n'a pas enseigné de tactique, on n'a pas enseigné de stratégie, on les a laissés jouer pendant 5 ou 6 mois et on a tous observé, eux comme nous, ce qui se passait. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, ils chassaient le roi, ils traquaient le roi, comme ils chassent dans la forêt. Et ça, c'est une donnée importante, parce que c'est leur façon de jouer aux échecs, c'est leur façon d'apprendre les échecs. La forêt et l'échiquier ont donc un point commun, la quête d'un butin. Quand ils délaissent les pions noirs et blancs, les enfants chassent et pêchent avec leurs parents ou leurs proches. Patience et vigilance sont deux qualités aussi importantes sur une pirogue que devant un échiquier. L'instinct de chasseur des Palicourt en fait d'excellents joueurs. On a eu des résultats époustouflants. Parce qu'ils calquaient une stratégie, une tactique sur leur façon de jouer. Et leur façon de jouer avait émergé parce qu'on ne l'avait pas pollué tout de suite avec des tactiques et des stratégies préfabriquées. Une approche naturelle et non polluée. Voilà qui serait sans doute idéal aussi en forêt. La chasse sur le terrain est plus laborieuse que la traque du roi.
Les Palicourt ont abandonné depuis longtemps le folklore des flèches et des arcs. Et ils n'ont pas grand-chose à voir non plus avec le fantasme rousseauiste du bon sauvage. Monsieur Échec est réaliste. Je crois que ce sont des Amérindiens qui ont été contactés, on va employer ce terme-là, il y a à peu près 5 siècles. Ils ont été contactés il y a 5 siècles, est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne me pose pas la question de ces termes. Je suis actuellement en 2013 ici, dans la Guyane, avec des enfants auxquels il va falloir donner des clés d'accès à un monde moderne. Dans ce monde moderne, on fait encore des rencontres surprenantes en forêt. Les serpents, eux, ne sont pas là pour jouer. Et quand ils attaquent un promeneur, c'est la fin de la partie. Heureusement, notre caméra ne risque rien. C'est un serpent, on nous appelle Rai Rai. C'est dangereux? Oui, c'est très dangereux. Si tu piques, tu peux être mort dans 30 minutes comme ça. Bruxelles et Paris sont bien loin des trois palétuviers. De l'autre côté de l'Atlantique, les dangers du quotidien sont différents et parfois plus inquiétants qu'une petite dose de venin amazonien, à en croire Daniel Bord. Donc regarde, ici, là, tu vois, ici on a une grosse méga, moi je ne sais pas, si tu peux enlever. C'est dangereux? Oui, c'est un peu dangereux. Ben, il faut enlever là, je ne sais pas comment on fait. Parce que je ne l'ai pas invité, moi. Vas-y, tu peux enlever. Okay. C'est la Guyane, ce sont des choses qui arrivent sur le fleuve, et puis voilà, on fait attention, c'est pas plus dangereux qu'ailleurs. Rien de grave en somme. Serpents ou migales, les cas de piqûres et de morsures sont moins fréquents que les accidents de la route sous d'autres latitudes. Pour l'enseignant, une seule chose est sûre. Ces enfants qui grandissent en pleine nature, dans un cadre en apparence idyllique, ne doivent pas s'en trouver pénalisés par la suite. Alors je crois qu'il faut les préparer tout simplement. Mettons-nous un petit peu à la place des parents. Il y a donc des enfants qui vivent ici, qui doivent préparer un avenir, leur avenir peut être un avenir où on choisit de rester au village, de vivre de chasse, de pêche traditionnellement, mais d'autres ont le droit parfaitement de choisir un avenir dans lequel il y aura un computer, dans lequel il y aura peut-être un passage au centre spatial qui est à 180 km d'ici. Donc je crois qu'il faut donner la même chance à tous les enfants, c'est d'ailleurs valable pour le monde entier, la même chance à tous les enfants qu'est d'aller à l'école. Quand arrive le week-end, Daniel Bord se rend à Saint-Georges. Le fleuve est un peu l'autoroute locale, car le trajet ne peut pas se faire par la terre ferme. Saint-Georges, paisible localité à la frontière du Brésil, ne compte que 5000 habitants en temps normal. Mais au début de chaque mois, elle connaît une affluence soudaine. C'est le paiement des allocations familiales qui attire de nombreux habitants du fleuve dans la petite bourgade. L'atmosphère devient alors survoltée. Le point de mire des visiteurs est le bureau de poste où la file s'allonge. Ils sont nombreux à vouloir retirer de l'argent. La caisse d'allocation familiale verse chaque année quelques 80 milliards d'euros de prestations à la population française, y compris dans ses territoires d'outre-mer. Entre 70 et 80% des habitants des rives de l'Oyapock perçoivent des allocations familiales ou des aides sociales. Madame le maire de Saint-Georges rappelle la raison d'être de la CAF. Aujourd'hui, ce moyen financier est né de quoi? Est né de l'après-guerre. La France a mis en place la
caisse d'allocation familiale, c'était pour favoriser le repeuplement de la France, donner des moyens aux familles pour garantir la réussite scolaire et garantir le repeuplement de la France. Je pense qu'aujourd'hui, on va bientôt fêter le centenaire de la Première Guerre mondiale, le cinquantenaire de la Deuxième. Aujourd'hui, la France a été repeuplée. En Guyane, difficile de prétendre le contraire. La région possède la démographie la plus dynamique de France. La population y augmente de près de 3% par an. Lorsqu'on pose la question à certains parents, quel est votre métier? Ils disent, je perçois la CAF. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Si la région connaît un essor démographique, sa situation est globalement morose. Le chômage est une réalité quotidienne pour près d'un quart de la population active, selon les chiffres officiels. Nous n'avons pas de lycée à Saint-Georges-de-l'Oyapock. La scolarité s'arrête à 15 ans. Pour beaucoup d'enfants, pour beaucoup de jeunes, ils pensent qu'une façon pour s'en sortir, c'est de faire un enfant. Mais malheureusement, ne font pas la prévention périnatale, ne sont pas sensibilisés suffisamment par leurs parents à la responsabilité, à la parentalité. Donc, on voit qu'ils entrent aujourd'hui dans un rouage. La Guyane est aussi la région de France la plus jeune, avec un taux de fécondité moyen de 3,4 enfants par femme. Un record en Europe. En comparaison, le chiffre est de 2,01 enfants par femme pour la totalité de la France et de 1,36 en Allemagne. Où en serait la natalité française sans la part de l'outre-mer ? Pierre Assas, pédiatre à Saint-Georges, est pourtant sceptique. Selon lui, une enfance passée au bord de l'Oyapock n'offre aucun avenir. La Guyane est caractérisée par un défaut de ressources locales, un défaut d'activité professionnelle. C'est un pays où il y a peu de ressources. Et donc, le fait d'avoir des enfants et de rentrer très tôt dans une vie familiale avec une progéniture abondante est aussi, je veux dire, une activité comme une autre. Hein, plutôt que d'être chômeuse à 18 ans, autant être mère de famille. De fait, la tendance est aux ventres arrondis et les parturiantes sont de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, nous avons sur la commune une problématique de grossesse précoce. Plus de 30 enfants naissent de jeunes, je dirais, qui ont entre 13 et 20 ans. J'ai rencontré une mère, elle a 30 ans, elle a déjà 10 enfants et sans moyens. Chef-lieu de la Guyane, Cayenne est une petite ville paisible à 180 km au nord de Saint-Georges. C'est là que la plupart des femmes de l'Oyapock viennent accoucher, car on y trouve le seul établissement médical de la région digne de ce nom. Au centre hospitalier, cette situation démographique conduit à un encombrement de la maternité. Le docteur Anne Favre est responsable du pôle de néonatologie. Confrontée au quotidien à cette forte croissance démographique, elle n'a pas une minute à elle. Actuellement, c'est un hôpital qui a une vingtaine d'années. La démographie étant ce qu'elle est en Guyane avec une progression constante depuis les dernières dizaines d'années,
L'hôpital se trouve dépassé au niveau de l'activité périnatale, l'accouchement en particulier, mais la prise en charge aussi bien des enfants et des femmes en dehors des problèmes de grossesse. Donc l'hôpital bénéficie d'un nouveau établissement, une extension. Davantage de place pour les nouveau-nés? Le baby-boom peut se poursuivre, l'hôpital de Cayenne est prêt. Il reste que la fécondité élevée de la population française d'Amérique du Sud est difficile à expliquer. Je crois que le modèle guyanais est un petit peu mystérieux parce que personne ne s'explique vraiment a priori ce qu'il se passe, puisque quand on compare avec la démographie sur les pays limitrophes, ça ne se cale pas du tout sur ce qui se passe au Suriname et au Brésil, qu'on a de chaque côté, ni même sur les bassins Caraïbes, soit en Haïti ou soit aux Antilles françaises. Ce qui se passe en Guyane est complètement différent. Retour à Saint-Georges, sur la terrasse du restaurant, chez Modestine, du nom de sa patronne. Celle-ci est à la tête d'un clan riche et influent de la région. Et elle ne mâche pas ses mots. Ils viennent accoucher ici parce qu'ils veulent que les enfants soient français. Et puis en plus de ça, ils viennent pour avoir des allocations et puis pour avoir les papiers. Pour avoir les papiers, la carte de séjour, une fois qu'ils ont un enfant français. Ils font la demande de carte de séjour. Trop d'assistance, pas assez de contraception. Pour Modestine, tout cela est de la faute des Brésiliens qui ne s'intéressent qu'aux aides sociales françaises. Ici cohabitent des Français de métropole, des Créoles, des Indiens et des Brésiliens. Un mélange explosif. De l'autre côté du fleuve, une jeune mère brésilienne nous explique ce qui rend si attrayante la rive européenne de l'Oyapock. Je ne sais pas si les choses ont changé récemment au Brésil, mais je pense qu'en France, l'enseignement et les services de santé sont de meilleure qualité. En Guyane, ils ont des services plus développés et plus innovants qu'ici à Oyapock. C'est pour ça que j'ai voulu accoucher en France. Je préfère le Brésil, mais les services français sont bien meilleurs. Malgré les apparences, le calme qui règne à Saint-Georges est tout relatif. La situation est encore aggravée par le désœuvrement généralisé. Ici, on manque d'emplois, mais aussi d'initiatives. Alors il faudrait effectivement donner de l'espoir aux gens, c'est-à-dire leur mettre le pied à l'étrier dans une action, qui soit une action de formation, qui soit une action qui leur permette de faire quelque chose, de leurs 10 doigts, peut-être, que ça éviterait d'attendre le soir pour prendre une bière ou plus si affinité. Malheureusement, il y a affinité. Il faut effectivement trouver des solutions intelligentes, des solutions où les gens se sentent concernés. Il faut y aller avec conviction. Oui, il faut faire quelque chose parce que là, sinon, on peut aller dans le mur, oui, bien sûr. À Saint-Georges, Daniel Bord rend souvent visite au Home Indien. Cette structure accueille de jeunes Amérindiens qui ont quitté leur village afin de poursuivre leur scolarité au collège de Saint-Georges. Ils résident alors dans cet internat. Sœur Bénédicte, la directrice, est inquiète, car l'établissement manque de moyens. Elle ne tient pas à ce que ses petits protégés se retrouvent livrés à eux-mêmes. Selon elle, les tentations sont trop grandes. C'est triste parce que j'ai l'impression qu'ils s'abîment avec cet argent qu'on ne leur a pas appris à gérer. Ils ne savent pas faire des économies. Donc, il faut tout boire, tout manger, tout boire, hein, surtout tout boire tout de suite. Et puis, ils se font avoir aussi par tous ceux qui les entourent. Donc, Fidèle aux principes de liberté, d'égalité et de fraternité, la France étend son État-providence jusque sous les tropiques. Mais le système a des effets pervers. Le jour du versement des allocations, Saint-Georges se transforme en bistrot à ciel ouvert. Une vision désolante dans ce cadre paradisiaque.
L'alcool fait partie des problèmes avec un alcoolisme qu'on appelle maintenant l'alcoolisme fœtal. C'est-à-dire le fait que les enfants sont alcoolisés dans le ventre de leur mère pendant la grossesse et naissent déjà avec des lésions dues à l'alcool à la naissance, avec un alcoolisme qui est très très important. Le camion qui assure les livraisons d'une grande marque de bière est surnommé le Phénoménal. Phénoménal comme le chiffre d'affaires du supermarché local. La bière et les couches sont en tête des ventes. Peu importe le temps, on s'imbibe en toute saison, tant la soif est une constante sous ces latitudes. Tandis que les uns vident leurs canettes, le ciel se remplit d'une pluie à faire des enfants, comme les Amérindiens aiment appeler ces averses tropicales. Pour gagner la commune de Camopi, distante d'une centaine de kilomètres, il faut faire 7 heures de bateau. L'Oyapock est un fleuve impétueux et mal connu, mais lui seul permet d'acheminer passagers et marchandises vers l'intérieur des terres. Le cours d'eau forme par endroits des rapides et longe le village d'Ilhabela, base arrière de l'orpaillage illégal. C'est de là que partent les chercheurs d'or brésiliens, alléchés par la grande richesse du sous-sol guyanais. Camopi est le poste avancé le plus exotique d'Europe, écrivait il y a quelques années un hebdomadaire allemand. Ce village amérindien se trouve au cœur du plus grand parc national européen, en pleine Amazonie. Il y a quelques années encore, toute la zone était protégée et accessible uniquement sur autorisation préfectorale. Officiellement, la France voulait préserver la population autochtone de toute contamination sanitaire ou maladie dangereuse, tout en fermant les yeux sur le plus grand péril qui sévit dans la région, l'alcool. Les Wayampi, l'une des tribus installées ici, ont pour chef Albert Mifsud. Et en 86, c'était pas comme ça. Et lorsque l'école était commencée, les collèges ont commencé, et c'est là que je le vois que notre tradition est perdue. J'ai toujours dit, d'ailleurs, aux enseignants, j'ai toujours parlé de ça. Moi, ce que j'ai dit, je voulais pas qu'on perde nos traditions. Mais c'est vrai que bon, on est en pleine civilisation, hein, on est en pleine civilisation, mais je préférais pas qu'on perde nos traditions. La jeunesse a la tête à autre chose. Lucien Panapuy, fils de chaman, est une star locale. Sous le nom de Tecomacan, il a composé une chanson sur le thème du suicide, un phénomène qui prend des proportions inquiétantes parmi les jeunes de Camopi. Là, c'est la troisième. Ça, c'est pour le suicide. C'est pour on va donner un message aux jeunes d'ici, comme il y a beaucoup de suicides à Camopi. C'est plutôt chez les jeunes.
Au moins, par année, au moins 2 ou 3 suicides par an, quoi. C'est souvent ivre qu'ils passent à l'acte. Les images sont tristement banales. Comme à Saint-Georges, le ravitaillement se fait au supermarché du coin. Les aides sociales et les substances diverses ont détruit l'identité des Amérindiens. Camopi, Droissou, Saint-Georges, Wajakuko, Wanakom, Regina, Basla, Cayenne, Kourou, voilà. Lucien se sent chez lui sur le fleuve. Il travaille à la mairie, où il est conseiller en orientation professionnelle pour les jeunes. Pendant son temps libre, il compose des chansons et assiste à des matchs de foot. Parfois même à une rencontre internationale France-Brésil. Il suffit pour cela que les Amérindiens français remontent le fleuve sur 300 mètres pour aller affronter leurs voisins brésiliens. Oui, on peut dire France-Brésil parce que comme on est aussi des Français, donc ça fait rappeler la Coupe du Monde 98. Villa Brasil se trouve de l'autre côté du fleuve. C'est sans doute la seule localité du Brésil où l'on accepte l'euro. Les Indiens Teco et Wayampi y font leurs emplettes car tout y est moins cher qu'à Camopi. Tout et surtout l'alcool. Les générations actuelles ont désappris la chasse et la pêche. Leurs traditions sont réduites à la portion congrue et rares sont les Wayampi qui travaillent encore dans les champs. En face, les Brésiliens sont perplexes. Ils ont tout laissé tomber quand ils ont commencé à toucher des allocations françaises. Toutes leurs traditions sont en train de disparaître. Ils n'ont plus le courage de se bouger. Maintenant, il n'y a plus que les Brésiliens qui travaillent la terre, qui débroussaillent et qui coupent les arbres. L'État leur donne de l'argent pour qu'ils s'occupent de leurs enfants. Mais ils ne s'en servent pas pour ça. Ils dépensent tout dans l'alcool et ils laissent leurs enfants pleurer le ventre vide. Non, ça fait partie de leur tradition. Un de mes amis indiens a enregistré une chanson pour les dissuader de se suicider. Parce qu'il y en a qui se tuent juste pour voir ce que ça fait. Sauf qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Elle marche bien, sa chanson. C'est exact. La chanson de Lucien passe en boucle. Surtout dans les fêtes. Et il y en a beaucoup car c'est une façon comme une autre de tromper l'ennui généré par le chômage. Camopi compte environ 1750 habitants, dont une grande majorité d'enfants et d'adolescents. Leurs loisirs tournent autour du foot, de la musique, de l'alcool et de l'herbe. La consommation de crack serait aussi en augmentation. Aujourd'hui, une beuverie s'est improvisée sur une île au milieu du fleuve, sans que l'on sache très bien si l'on est en France ou au Brésil. C'est un endroit pour s'amuser. On a le droit de s'amuser, tu vois. C'est ça notre genre. De toute façon, on se déplace de Camopi peut-être dimanche. La chanson qui... Mais vous avez pas comprendre. Hein? Fais attention à mais toi. Non, on a tout ce qu'il a dit, toi, dans la tête.
Donc c'est pour ça, quand je dis ça à mes camarades, c'est tout. On réfléchit un peu, quoi. Il y a eu beaucoup de suicides. Ouais, tout ça. Quand on filme de la baie, c'est tout ça aussi, mais il n'y a pas que de la baie qui va faire des suicides. Je ne sais pas, chez nous, s'il y a des chamans qui tuent un citoyen, c'est pas de la baie qui attend de voitures. Alright, on va boire nous. Au collège de Camopi, le programme est le même qu'à Paris. C'est l'heure du cours d'anglais. Le reste de l'enseignement se fait en français. Les jeunes ne pratiquent plus guère la langue Wayampi. What is your name? My name is Laurent. Mr. Loic, what is your name? My name is Loic. Autrefois, les Wayampi étaient réputés pour connaître pas moins de 1200 variétés de plantes. Que font les adolescents après les cours désormais? My name is Jean-Philippe. Yes, very good. On va chez nous. Et aussi, des fois, on va jouer au football. Vers le matin, après-midi aussi. On va faire des pique-niques comme ça, expédition. Notre grand-père là, nous disait qu'il ne faut jamais oublier notre propre culture. Là. Donc, il est toujours à nous. On ne va jamais oublier notre culture. Là. Parce que si on oublie tout, on ne va jamais être comme avant. Là. Comme si on va perdre tout notre propre trésor, là, tu vois. Notre propre culture à nous, là, qui est important, la forêt, tout ça. Je sais pas, là. J'ai perdu mon frère, mon beau-frère. J'ai perdu un ami, mon meilleur ami. Pourquoi? Je ne sais pas, je pense qu'il a eu des problèmes en fait. Des problèmes de famille. La métropole peine à trouver une place pour ces Amérindiens. La région a enregistré plus de 100 suicides ces dernières années. Rapporté à la population totale, c'est plusieurs fois le taux moyen en France. Il est temps d'aller voir comment les responsables locaux, ceux qui ont le pouvoir décisionnel à Cayenne, abordent la question. Nous allons faire venir le numérique, l'Internet à haut débit, nous allons développer les écoles, nous allons construire un aérodrome à Camopi dont la piste vient d'être inaugurée, qui mettra Camopi à 40 minutes de Cayenne au lieu de 7 heures, ce qui va considérablement bouleverser leur vie. Et puis nous avons aussi des intervenants sociaux, parce qu'il faut occuper cette jeunesse. Il y a, c'est vrai, un taux inquiétant de suicide chez les Amérindiens. Le problème est donc identifié. Mais Internet est-il la solution miracle? Les satellites et le téléphone portable la voie à suivre? Si les moyens de communication sont utiles en prévention d'un certain nombre de dérives, la technologie ne suffit sans doute pas à fonder une identité. Lucien Panapuy, alias Teko Makan, a choisi la musique pour s'évader. Il compose sur ordinateur et porte rarement le pagne traditionnel, aux grandes dames de son père et du chef. Pour lui, la jeune génération en Guyane souffre surtout de son isolement. Elle ne voyage pas assez et manque de contact avec le monde extérieur. Peut-être que les jeunes, ils ne s'attachent pas tellement à la vie parce qu'ils ne voient pas autre chose. Ils voient toujours les mêmes choses, les mêmes environnements, les mêmes paysages. Ils sont toujours dedans, donc ils pensent que voilà, le monde est fini, quoi. C'est eux qui existent et puis ils sont plus faciles à se tuer, quoi.
Mais pour les jeunes qui voyagent, qui partent voyager dans d'autres endroits, mais les gens ils reviennent avec une autre idée. Justement, changement de décor. Nous voici à Bruxelles, épicentre de l'Europe. Daniel Bor a accompli ce dont beaucoup ne peuvent que rêver, emmener en voyage 7 de ses petits joueurs d'échecs. Il a financé le voyage lui-même, sans toucher 1 euro de la région, de l'État ou de l'Union européenne. L'infatigable professeur des écoles veut titiller la curiosité de ses élèves, les encourager à apprendre et à découvrir le monde. Pour les jeunes Palicourt, c'est l'occasion de quelques belles rencontres. Par exemple avec le chocolat belge. C'est très bon. La réputation n'est plus à faire. Par ici, voilà, absolument. Oui, on va aller voir après. Alors maintenant, on va aller voir le monument le plus célèbre avec Tintin, le monument le plus célèbre de Bruxelles. C'est le Manneken Pis. Le Manneken Pis, c'est quelqu'un qui fait pipi. Oui. Il fait pipi, le monsieur. C'est aussi important que la Tour Eiffel en France, en métropole. OK? Un monument en l'honneur d'un homme qui fait pipi. Ils sont fous, ces Européens. Le moment fort du voyage est une visite à la Commission européenne. Daniel Bor a organisé une partie d'échecs au cœur de l'Europe politique. Bon, concentrez les enfants. On va gagner. Yes. Chez nous et chez vous. Et vous êtes nos amis. Les échecs sont leur carte de visite. Un langage universel. Un jeu qui facilite partout la prise de contact. C'est en tout cas la conviction de l'enseignant. Récemment, il a emmené un autre groupe en Australie pour qu'il se mesure à des joueurs aborigènes. À Bruxelles, ses élèves rencontrent les membres du club d'échecs des institutions européennes. Je suis très fier de mes élèves. Franchement, je suis épaté par leur potentiel, par leur capacité à s'adapter. Ensuite, oui, ça se passe très bien. Ils jouent aux échecs, ce qu'ils savent faire. Ils sont décontractés, ils sont toujours à l'aise. Le froid, ça a été le problème. On a eu 2 élèves qui ont eu un petit souci de santé ou d'otite, mais c'est passé. Encore une fois, ils voient le monde, ils découvrent le monde. On est reçus, on est accueillis, ce qui est encore mieux. Et puis, voilà. Les enfants n'ont pas réussi à vaincre ces adultes chevronnés. Ce sera pour une prochaine fois. En attendant, ils ont beaucoup appris. Le soir venu, ils parcourent l'abondante documentation que leur ont remise les fonctionnaires européens. Un petit aperçu de cette Europe plus vaste qu'on ne le croirait, mais aussi bien froide. Les températures de printemps à Bruxelles dépassent tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Retour sur l'Oyapock. Les jeunes joueurs d'échecs sont rentrés gonflés à bloc de leur voyage. Ils sont toujours timides devant la caméra, mais ce séjour outre-Atlantique a changé leur vision du monde. Une petite pierre apportée à l'édifice d'un avenir meilleur. Les enfants qui sont rentrés depuis de Bruxelles, vraiment, ont été plus forts. Là encore, je les ai vus récemment, ils m'ont dit moi je veux travailler pour aider la Guyane. Une autre m'a dit moi je veux travailler, faire les études en Belgique. Une autre, etc., etc.
Donc je crois que les enfants ont touché une possibilité de réussite. Et ça a été vraiment pertinent. Alors, je vais vous montrer ce que c'est un accordéon. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu un accordéon? Toi, t'as déjà vu un accordéon? Ouais. Alors, déjà, un accordéon, c'est dans une boîte parce qu'il faut le protéger. C'est fragile, un accordéon. Vous êtes prêts? Oui. Voilà. Donc ça s'appelle un accordéon. Les enfants ne deviendront vraisemblablement pas des accordéonistes à béret. C'est sans doute ailleurs qu'ils trouveront leur propre identité. En arrivant ici en 2003, Daniel Bord a été frappé par le manque de confiance de ses élèves. Alors pour travailler la confiance en soi, eh bien on se l'est joué façon grande école en adoptant une devise. La devise c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Cette citation de Mark Twain est très forte. Elle est très forte parce que des choses peuvent être impossibles, mais ce n'est pas parce que c'est impossible que ce n'est pas faisable. 1, 2, 3. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Mais le patronage de Mark Twain suffira-t-il dans la forêt amazonienne? Ces enfants de la patrie iront peut-être plus loin que d'autres jeunes des rives du fleuve, ou peut-être pas. Le hameau des Trois-Palétuviers est devenu un modèle dans la région. Mais il est difficile de croire en l'impossible au vu du contexte actuel. Car en matière de liberté, d'égalité et de fraternité, les perspectives ne sont pas roses au bord de l'Oyapock.